Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce lundi. Américains et Russes en Arabie Saoudite pour discuter d'une trêve. Kiev se dit prêt à un cessez-le-feu général et sans condition espère à minima un arrêt des frappes sur les sites énergétiques. La Russie, elle, pour l'instant, semble jouer la montre. L'opposition israélienne poursuit sa mobilisation contre Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre est accusé de coup de force après les limogeages en série au plus haut sommet de l'État. Sa stratégie à Gaza semble de plus en plus illisible auprès des Israéliens. On y reviendra dans le journal de 11h. Un homme devant la justice et avec lui sans doute tout un système. Gérard Depardieu fera face tout à l'heure à 2 des femmes qu'il accuse d'agression sexuelle. C'était sur un tournage en 2021. Ça fait des années que l'acteur français aux 200 films est l'objet d'accusations similaires. Prochain journal donc à 11h. Aujourd'hui dans Parlons-en. Un homme qui n'a pas très envie de rester à sa place. Sa place, c'est celle de vice-président des États-Unis. Un poste dont la fonction est généralement de ne pas faire de l'ombre à son président de patron. Mais voilà, un homme qu'on entend beaucoup depuis début janvier, dont l'attitude et les mots tranchants donnent envie d'en savoir plus. Qui est J.D. Vance, 40 ans, incarnation de la revanche sur la vie à l'américaine. Ancien gouverneur de l'Ohio, ancien sénateur, un homme qui incarne une nouvelle génération de conservateurs américains. Est-il dans l'ombre de son maître ou prépare-t-il la suite? Vance plus trumpiste que Trump. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Ketevan Gorgestani, Corentin Célin et Gabriel Solans. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. C'est Parlons-en, on a beaucoup de choses à se dire et c'est parti. Ketevan Gorgestani, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici chez vous, bien sûr chroniqueuse internationale à France 24 et ancienne correspondante de la chaîne France 24 en anglais à Washington. Corentin Célin, bonjour. Bonjour. Professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. Et Gabriel Solans, bonjour. Bonjour. Chercheur en civilisation américaine à l'université Paris-Cité. Vous avez consacré un long article à celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'était il y a quelques mois dans The Conversation. Les statistiques le prouvent, les gosses comme moi sont promis à un avenir sombre. S'ils ont de la chance, ils parviendront à ne pas se contenter du revenu minimum. S'ils n'en ont pas, ils mourront d'une overdose d'héroïne. James David Vance, né James Donald Bowman, extrait de Hillbilly Elegy sorti en 2016. Pour lancer cette discussion qui va essayer de nous emmener sur la trace de celui qui est l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, est-ce qu'on peut dire, Ketevan Gorgestani, pour commencer, que J.D. Vance est une genre d'anomalie statistique ? C'est sûr que si on regarde d'où il vient, c'était pas gagné d'avance qu'il finisse à la Maison-Blanche et qu'il soit aussi proche du pouvoir, puisqu'il est le deuxième en ligne derrière Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même a changé sa vision de comment il en est arrivé là. C'est-à-dire que quand on lit un peu Hillbilly Elegy, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'en gros, lui, il s'est battu contre sa situation et qu'il a réussi là où d'autres n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas voulu en faire assez. Aujourd'hui, il le voit autrement, il accuse un peu tout le monde, les élites, les démocrates, la globalisation, pour le fait que les gens ne réussissent pas. Donc il a un peu changé son point de vue. Donc c'est vrai qu'effectivement, statistiquement, il ne devait pas être là. Mais il incarne une forme aussi de réussite à l'américaine, c'est-à-dire qu'on peut partir de rien et quand même réussir. Donc là-dessus, il est peut-être pas dans les statistiques, mais il est en tout cas dans ce qui est encore aujourd'hui peut-être un peu le rêve américain. Gabriel Solans, il est né il y a 40 ans, en 84, dans l'Ohio rural profond, dans l'Est désindustrialisé des États-Unis, celle qu'on appelle l'Amérique des hillbillies, et l'équivalent du redneck du Midwest, mère addicte, père absent, et son enfance a structuré l'homme qu'il est devenu. Alors oui, effectivement, il en parle dans Hillbilly Elegy, il revient dessus à plusieurs reprises, il parle du traumatisme où sa mère aurait essayé de se suicider avec lui en voiture. Donc c'est quelque chose ça fait partie de son storytelling, effectivement, hein, il incarne le rêve américain à la perfection, probablement encore mieux que Trump, parce qu'il est plus proche des gens, même s'il est moins populaire, mais en tout cas dans son récit, il est plus proche des gens. Effectivement, il revient toujours sur ses expériences passées pour justifier ses idées actuelles. Notamment alors pour la guerre en Irak aussi, il est allé sur le terrain lors de la guerre en Irak, il aurait vu les mensonges
l'administration Bush à l'époque. Et il dit que ça l'aurait marqué sur les sujets de politique étrangère, sur son non-interventionnisme. Et effectivement, c'est quelque chose qui semble central pour lui. Oui. On va revenir sur ces années en Irak, effectivement, pour reparler de là d'où il vient, de cet Ohio rural, profond, qu'il a raconté dans son livre en 2016, Corentin. Oui, alors il vient de Middletown, donc c'est rural, effectivement, c'est l'Ohio rural, mais c'est aussi un Ohio industriel qui a été, alors sidérurgique, vraiment, en l'occurrence, et qui a été touché de plein fouet par la désindustrialisation à partir des années 1980. Et ce qui l'a beaucoup marqué, c'est qu'il dit toujours, voilà, mon grand-père, qui par la suite l'a élevé, il faisait partie de ces ruraux du Kentucky qui sont venus trouver des emplois sûrs avec des conditions sociales favorisées dans ces usines sidérurgiques de Middletown. Et il raconte toujours, à un moment donné, la désindustrialisation leur a enlevé tout ça, c'est-à-dire ces emplois garantis, ces emplois avec une forte protection sociale. Et pour lui, ça a été effectivement un traumatisme. Alors, ce qu'il défend dans son livre, c'est justement qu'il dit « Oui, mais mes grands-parents, aussi dysfonctionnels, parce qu'il raconte vraiment des scènes entre ses grands-parents. Ses grands-parents étaient un couple complètement dysfonctionnel, mais il dit ils sont restés mariés. Coûte que coûte. Et c'est cette adhésion à des valeurs conservatrices que sa mère, justement, a perdu pendant un moment, qui explique qu'ils s'en sont sortis quand même, et c'est ce qu'ils lui ont transmis. Donc on voit effectivement comment cette enfance très particulière dans un Ohio désindustrialisé a été... blanc. Blanc, oui. Alors, surtout... Lui raconte la version blanche. Lui raconte la version blanche, et justement, c'est ce qui fait que son livre a été très, très mal perçu par la communauté africaine-américaine qui était très présente à Middletown, c'est qu'il l'a complètement invisibilisé. Mais toujours est-il que c'est vraiment la matrice de son parcours politique. Quand même une chose, il n'est pas politique pour rien. Beaucoup de ses camarades d'enfance disent quand même qu'il a grossi le trait, d'une part, et qu'il était déjà très ambitieux à l'époque. Donc, il n'est pas arrivé nulle part. Oui. Il avait déjà des rêves de présidence quand il était adolescent. Encore un mot sur cette enfance et notamment sur effectivement ses grands-parents qui étaient Van, dont il a admiré effectivement le mariage, à quel point il a résisté coûte que coûte. Ça a structuré sa vision de la famille. J.D. Vance, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est anti-avortement, quelle que soit la situation de la femme. C'est pas vraiment un Swiftie, pour le dire simplement. On se souvient qu'il avait dit de Kamala Harris et de Taylor Swift pendant la campagne que c'était des pauvres femmes à chat sans enfants. Sa vision de la famille, elle est fondamentale. Elle est absolument fondamentale, et cette histoire de femmes à chat sans enfants, c'était pas que pour Kamala Harris pendant la campagne et pour Taylor Swift, ça date de déjà plusieurs années, notamment pendant la campagne pour devenir sénateur de l'Ohio, et il a vraiment une obsession sur cette vision de la famille traditionnelle américaine et sur la politique nataliste. Il a un côté que Donald Trump n'a pas du tout, qui est non seulement c'est la famille traditionnelle, mais surtout il faut faire des enfants. C'est-à-dire qu'il a parlé de taxer plus les gens sans enfants. Il a dit donner plus de voix à ceux qui en avaient. De donner plus de voix à ceux qui avaient des enfants. Il a dit que les femmes qui n'ont pas d'enfants, ce sont des psychopathes, que les femmes sans enfants ne devraient pas pouvoir être professeurs parce qu'elles embrigadent les nouvelles générations à ne pas avoir d'enfants. Et en gros, son idée, c'est que les États-Unis sont anti-enfants, sont devenus anti-famille, et qu'il faut remettre les États-Unis dans le droit chemin, et que ça passe d'une part et d'abord, avant tout, par ce socle familial très très clair dans sa vision à lui de la famille américaine. Sa femme qu'il a rencontrée à Yale, on va revenir dans un instant sur ses années à Yale, mais pour revenir sur l'Amérique d'où il vient, Gabriel Solens, J.D. Vance, il la raconte donc en 2016. À l'époque, il travaille dans la tech, sur la côte ouest américaine. On va revenir tout à l'heure sur comment il est arrivé là, mais bref, en 2016, il a beaucoup d'argent, mais il est quand même assez inconnu du grand public. Il écrit Hillbilly Elegy. Ça a tellement de succès que le film va être adapté avec Glenn Close notamment. Film à succès également. 2016, on est en campagne électorale aux États-Unis. Et ça, on a dit à l'époque, alors est-ce qu'on l'a dit a posteriori peut-être, mais que ce livre est une clé de lecture pour l'Amérique des laissés pour compte, pour l'Amérique des électeurs de Donald Trump. Alors oui, c'est un livre qui a vraiment une tonalité conservatrice, même s'il parle comme ça d'une Amérique des oubliés, une Amérique qui vote d'ailleurs majoritairement pour le Parti républicain. C'est un livre dont la morale est plutôt conservatrice, puisqu'il parle du fait que
les hillbillies sont en partie responsables en fait de ce qui leur arrive, parce qu'ils auraient beaucoup trop froid en l'État, ils attendraient trop de l'État fédéral, ils ne se débrouillent pas assez par eux-mêmes, ils n'ont pas assez de culture entrepreneuriale. Donc on voit déjà une partie de son idéologie républicaine classique dans ce premier livre. À l'époque, est-ce qu'il savait que ça allait être une forme de Bible politique, ce livre, Corentin, ou il l'a écrit Alors, c'est tout le paradoxe, c'est qu'à l'époque, ça devient une sorte de Bible politique, mais plutôt une Bible anti-Trump. C'est-à-dire que le tour de promotion de son livre en 2016 fait de lui, ce qui paraît complètement ahurissant 9 ans après, le chef de file de ceux qu'on appelle à l'époque les Never Trump, c'est-à-dire les conservateurs qui trouvent Trump répugnant, justement pas du tout raccord avec les valeurs conservatrices familiales à cause de sa vie de milliardaire new-yorkais à l'époque sybarite. Donc voilà, c'est ce qui est très paradoxal, c'est qu'à l'époque, oui, ça devient une Bible, mais une Bible pour défendre une forme de conservatisme traditionnel, des valeurs, mais qui ne se reconnaît pas dans un Trump qui serait vulgaire, outrancier, et c'est ce qu'il dit à longueur de plateau en 2016-2017. Et évidemment, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on est passé de ça à quelqu'un qui est aujourd'hui le vice-président et le plus fidèle zélote de Donald Trump. Alors, on va essayer de répondre à cette question, mais effectivement, autre anomalie du parcours de J.D. Vance, lui, le chrétien, même s'il s'est converti au catholicisme, il a grandi dans une famille évangélique qui a choisi quand même Saint-Augustin comme patron, qui est à peu près l'antithèse absolue de ce que peut être Donald Trump dans la vie, et qui disait donc en 2016 qu'il ne voterait jamais pour celui qu'il a même qualifié d'Hitler américain. Ça lui avait valu cette phrase I'm not a Trump guy, et cette parodie trouvée sur TikTok. I'm a never Trump guy. I'm a never Trump guy. I'm a never Trump guy. I never liked him. I'm a never Trump guy. 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 Voilà, à l'époque, en 2016, il n'a pas sa barbe qu'on lui connaît aujourd'hui, J.D. Vance. Qu'est-ce qui s'est passé entre I'm a never Trump guy en 2016 et ce poste aujourd'hui de vice-président américain ? Alors lui, il l'explique en disant qu'il s'est trompé parce qu'il ne savait pas exactement ce qu'allait faire Trump, et qu'en voyant les 4 années du mandat de Trump, il a évolué sur sa position et qu'il s'est rendu compte qu'en fait, Donald Trump, c'était la personne qu'il fallait pour les États-Unis. Donc on peut choisir de croire cette version-là. Il y a aussi une version beaucoup plus politique, et on sent là justement le flair politique, qui est qu'à un moment donné, il sait qu'il veut rentrer dans la politique américaine, et qu'à l'époque, aller contre Donald Trump, c'était pas vraiment une bonne idée. Et donc on voit petit à petit qu'il se détourne de ce côté Never Trump pour aller jusqu'à s'excuser, en fait, d'avoir utilisé ces mots contre Donald Trump, de dire je m'excuse, c'est moi qui ai commis l'erreur, maintenant j'ai vu la lumière, en gros, et je comprends que Donald Trump, c'est la voie à suivre. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis, en partie, de gagner son élection, parce qu'effectivement, il était un peu inconnu, et ça lui a permis de rentrer au Sénat comme quelqu'un qui était un des plus fidèles soutiens de Donald Trump, et dès le début, c'est pas quelqu'un qui a commencé en politique et qui ensuite est devenu, dès qu'il est arrivé en politique, dès qu'il est devenu sénateur, c'était vraiment le premier à soutenir la partie MAGA, donc Make America Great Again, du caucus républicain, notamment au Sénat, qui, à l'époque où lui entre, c'est-à-dire 2022-2023, il reste quand même beaucoup au Sénat, notamment de sénateurs un peu anciens, un peu plus conservateurs, traditionnels, si on veut, et lui fait partie de cette nouvelle génération qui sont beaucoup plus proches de Donald Trump. Donc il se fait élire sénateur de l'Ohio, son État donc dans lequel il revient, avec le soutien donc de Donald Trump, dans l'ancrage effectivement sur le parti républicain du président, enfin de celui qui va redevenir président à l'époque, est fort. Ils ont en commun, il y a beaucoup de choses qui les séparent, mais pour revenir sur le propos de son livre, la lutte contre ce que tous les deux appellent le wokisme. Là-dessus, ils sont raccords depuis un moment déjà. Ah oui, complètement. Ben, de toute manière, J.D. Vance est quasiment vice-président des États-Unis. J.D. Vance est proche de toutes les droites, en fait. Il est proche des nationaux conservateurs, il est proche des intellectuels post-catholiques, et sa conversion au catholicisme en 2019 est une de ses clés. Une des clés d'interprétation pour comprendre le personnage, parce qu'il est proche d'intellectuels qui se disent post-libéraux.
Et ces post-libéraux appellent à renouveler complètement ce qu'est l'Amérique, la définition de l'Amérique, de ses institutions, pour en finir en fait avec le libéralisme, tant sur le plan des mœurs que sur le plan politique, ça c'est très important, que sur le plan économique. Alors pas toujours sur le plan économique, mais parfois sur le plan économique. Et ces post-libéraux n'ont pas forcément une vision la plus populiste. Il y a Patrick Deneen, qui est un de ceux dont il est le plus proche, qui a créé un petit peu le concept d'aristopopulisme. C'est une vision presque assez élitaire et presque autoritaire, où le catholicisme est extrêmement présent. Et ça, c'était quelque chose de très neuf pour le conservatisme américain. Donc effectivement, alors, il y a cette sensibilité contre le wokisme, mais pas exactement de la même manière que les conservateurs habituels. Je vous vois acquiescer, Corentin ? Oui, c'est vrai qu'il fait la synthèse de tous les courants et de tous les courants renouvelés du conservatisme américain. Et effectivement, il se positionne sur, j'allais dire, presque plus à droite par certains aspects que Donald Trump. Alors évidemment, ça s'est beaucoup cristallisé sur une question où on l'a vu depuis même qu'il a fait campagne pour le poste de sénateur de l'Ohio. Il s'est positionné sur la question de la Russie et de l'Ukraine, peut-être encore plus loin que Donald Trump en faveur de la Russie. C'est-à-dire que dès l'origine du conflit, dès même avant le début du conflit en février 2022, Vance se positionne comme totalement hostile à la guerre en Ukraine, totalement favorable à une entente avec la Russie. Ce sera un des premiers, quand même, à ma connaissance, une des premières figures du Parti républicain, dès la campagne et une fois élu, à dire non, je ne considère pas que Vladimir Poutine soit un ennemi. On peut discuter avec lui, ce qui était quand même un renversement copernicien par rapport au conservatisme américain encore nourri du souvenir de Reagan, de la guerre froide, etc. Et d'où ça vient, ça ? Alors ça, c'est une bonne et grande question à laquelle on n'a pas entièrement la réponse. Il y a comme le rappelait Gabriel Solans, il y a un fourmillement culturel, idéologique, une réflexion, incontestablement. Mais évidemment, on peut se poser la question, comme on se la pose pour Trump, de ce basculement qui n'était pas du tout annoncé en 2016, au moment de son livre, vraiment un basculement pro-poutinien de J.D. Vance, et qu'on voit maintenant en pleine mesure, alors qu'il est vice-président, il a vraiment des positions très proches, aussi bien en politique, j'allais dire intérieure qu'en politique extérieure, de celle du Kremlin. Ça interroge. Est-ce que c'est simplement une convergence idéologique ? Est-ce que il y a autre chose? En tout cas, sur ce point-là, il est encore plus radical que Trump, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. En tout cas, sur la politique étrangère, Ketevan, on l'évoquait tout à l'heure rapidement, il s'est engagé assez jeune dans les Marines. Il est parti en Irak plusieurs mois, alors pas sur la ligne de front, il n'était pas combattant, mais voilà, en tant que correspondant de guerre, je crois. Et je crois que ce qu'il y a vu a marqué aussi un désordre pour lui que peuvent représenter des opérations américaines longues à l'étranger. Ça peut expliquer en partie, non pas forcément le basculement sur des positions pro-Kremlin, mais le fait qu'il soit sur un interventionnisme américain assez mesuré à l'étranger. Oui, absolument. Alors ça explique effectivement la partie America First, donc mettre les États-Unis, les intérêts des États-Unis en premier plan, et ne pas aller s'aventurer sur d'autres terrains. Il avait d'ailleurs dit sur l'Ukraine, je crois que c'était juste avant l'invasion, je crois que c'était en 2021, il avait répondu à une interview, il disait de toute façon, je m'en fous un peu de ce qui se passe en Ukraine, dans une contrée lointaine. Donc on voit vraiment que, en gros, c'est pas les intérêts des États-Unis. Et je pense que cette idée de America First et de sorte de ça converge avec l'idée de sphère d'influence. C'est-à-dire que pour lui, les États-Unis, il y a un grand rival, c'est la Chine, et la sphère d'influence américaine, c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça, c'est à nous. Dans ce schéma géopolitique, la Chine, qui est le grand rival, a sa sphère d'influence dans le Pacifique, et la Russie a sa sphère d'influence en Europe de l'Est. Et donc, je trouve qu'il y a une convergence quand même quand Corentin parlait de pourquoi est-ce qu'il y a cette affinité peut-être avec la Russie. Il y a cette idée de sphère d'influence, et il y a aussi cette idée de les valeurs traditionnelles sont en danger à cause des globalistes, des libéraux. Les Russes, ils combattent le libéralisme européen qui, selon Vladimir Poutine, est en train de détruire
détruire les valeurs traditionnelles de la Russie orthodoxe. Et pour J.D. Vance, c'est les démocrates aux États-Unis qui sont en train de détruire la tradition de la famille américaine. Donc là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent un peu, et en gros, ils se mettent d'accord sur une sorte de partage du monde, si on veut. Il y a 2 événements retentissants depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche concernant J.D. Vance. 28 février, l'humiliation en Mondovision de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, avec une scène ubuesque dans laquelle d'ailleurs c'est plutôt Vance qui sonne la charge et qui écrase et Donald Trump et Marco Rubio. Vous me direz ce que vous en pensez dans un instant, on va y revenir. 15 jours avant, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant qui était Vance, ce même J.D. Vance avait fait la leçon aux Européens sur leur rapport à la démocratie, à la liberté d'expression. Un discours sans doute qui restera dans l'histoire. C'est à Munich, on en écoute un extrait. La menace qui m'inquiète le plus en Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni celle d'aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace venant de l'intérieur. C'est le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, les valeurs qu'elle partage avec les États-Unis d'Amérique. Voilà, et d'accuser les Européens de faire taire, en gros, ceux qui ne pensent pas comme eux. Qu'est-ce que cet événement a dit du personnage Gabriel Solans ? Alors, sur le plan idéologique, je pense qu'il faut vraiment il fait partie des nationaux conservateurs. Les nationaux conservateurs, c'est un courant qui s'est lancé, on va dire, en 2019, et qui a la particularité, c'est un conservatisme nationaliste, c'est une nouvelle déclinaison du conservatisme américain qui théorise un peu à rebours la révolution trumpienne et la prolonge, et qui a la particularité d'être très connecté aux droites populistes européennes, notamment au régime d'Orban. Dans les conférences nationales conservatrices chaque année, il y en a plusieurs qui ont eu lieu en Europe. On voit Balas Orban, le conseiller d'Orban, on voit des ministres anti-immigration européens, Suella Braverman, évidemment Viktor Orban y est. On voit aussi parfois des influenceurs américains qui parlent du grand remplacement, donc les théories de Renaud Camus. Donc c'est une droite qui a une vision politique, qui n'est absolument pas dans le libéralisme politique, et qui a une vision de l'Europe qui va être ethnoculturelle. Donc c'est absolument pas la vision majoritaire des élites européennes, et il est venu effectivement donner la leçon aux élites qu'il avait en face de lui, pour leur dire les dangers auxquels vous croyez ne sont pas ceux auxquels vous devriez faire face, en fait. Au nom de qui Corentin Célan ce jour-là? Est-ce qu'il parle, J.D. Vance, il parle en son nom à lui? Il parle au nom de l'administration Trump? Oh non, il parle au nom de l'administration Trump. C'était vraiment un message envoyé aux Européens. Mais on peut dire qu'il y a pris un certain plaisir, ça se voyait d'ailleurs, à venir faire la leçon. Ce qui est ressorti quand même ce jour-là, c'est que, et ça nous renvoie à son parcours personnel, il faut rappeler qu'il a travaillé en fait aux côtés et pour les magnats, les milliardaires de la Silicon Valley, de la tech. Il est en particulier très ami avec quelqu'un pour qui il a travaillé qui s'appelle Peter Thiel, qui est, on le sait, ancien partenaire d'affaires d'Elon Musk, et qui est l'autre. C'est lui qu'on voit à voilà. Qui lui a donné beaucoup d'argent. Et qui lui a donné énormément d'argent, puisque Peter Thiel avait, lors de la campagne de Vance pour le Sénat en 2022, avait explosé le record de donations personnelles d'un individu pour une campagne sénatoriale. 15 millions, je crois. Ouais, c'est ça, exactement, 15 millions de dollars. Et donc, ce jour-là, donc à Munich, Vance est apparu plus proche presque de Musk, c'est-à-dire avec cette volonté plus forte de s'allier avec les droites européennes. Ça intervenait peu de temps après le fait que Musk soit allé au congrès de l'AfD, soit intervenu lors du congrès de l'AfD en Allemagne, parti d'extrême droite allemand. Donc ce jour-là, Vance parle pour l'administration, mais il montre aussi qu'il est dans le projet de ces milliardaires, Musk, Thiel, qui veulent imposer une forme de contre-révolution antilibérale, y compris en Europe. Et vraiment, ce jour-là, ça apparaît très nettement dans son discours. Je vous pose... Oui. Peter Thiel, qui est un des financiers du mouvement national conservateur, par ailleurs. Ketevan, je posais la question à Corentin au nom de qui il parle. Vous l'évoquiez à l'instant. Certains ont dit qu'il pouvait être la caution intellectualisante de Donald Trump, qui présenterait une espèce de forme intellectualisée des instincts du président américain. Est-ce que ça vous paraît juste ?
Ah oui, absolument. C'est sûr que quand on écoute Donald Trump, il y a les idées, mais c'est pas mis en place et organisé dans un discours comme ça, comme peut le faire J.D. Vance, qui est quelqu'un de très intelligent, très adroit avec les mots. On l'a vu d'ailleurs pendant la campagne. Il était bien meilleur que Donald Trump dans les débats, dans les interviews, notamment quand il est en forme d'attaque ou de défense. C'est-à-dire que quand il allait dans des médias qui étaient contre lui, il était toujours meilleur. Et là, quand on l'a vu à Munich, c'était en gros moi contre le reste du monde. Et il jubilait. Ouais. Et c'est vrai qu'il a ce côté intellectuel où il met en forme les sortes de les choses de Trump qui sont plus du feeling, et lui il les met en place dans une politique, dans une idéologie très expliquée, très argumentée, avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais qui est vraiment très précise, et c'est vraiment une vision du monde qu'il met en place. On a dit tout à l'heure, Ketevan, pourquoi il avait choisi Trump. On comprend qu'il y avait un peu de fond, mais beaucoup de stratégie politique, et à l'inverse, pourquoi est-ce que Trump l'a choisi, lui ? Alors, je pense que c'était pas clair tout de suite que ça allait être J.D. Vance. Il y a eu beaucoup de décisions, de négociations, de discussions. Il a obtenu le soutien quand même, J.D. Vance, qui a vraiment beaucoup joué en sa faveur, des fils de Donald Trump qui ont vraiment été faire du lobbying auprès de leur père pour lui dire que J.D. Vance marchait bien. Et une des raisons, il me semble, pour laquelle il a été choisi, je parlais de son côté très bon dans les médias, les fils de Donald Trump, et pas seulement les fils aînés, aussi le plus jeune, Barron, qui a beaucoup joué sur la partie podcast, réseaux sociaux, aller voir ces influenceurs de la droite américaine. J.D. Vance, c'est celui qui sait parler à cette frange de la population, à ces jeunes hommes, puisqu'il a 40 ans, il sait comment marchent les réseaux sociaux, il sait comment marche la scène médiatique actuelle, notamment la scène médiatique de l'ultra-droite, et c'est quelqu'un qui arrivait à non seulement être bon sur ce genre de réseaux sociaux, de podcasts, que Donald Trump probablement ne regarde pas ou n'écoute pas, et en même temps très bon sur ce qu'ils appellent les médias traditionnels, notamment les médias plutôt de gauche comme CNN. Il est allé au combat, il est allé au front, et il a réussi. Et Donald Trump, lui, par contre, ça, il le regarde et il aime les gens qui sont bons à la télé. Non, simplement en complément, il y a eu aussi un coup de fil vraiment dans la dernière ligne droite, l'avant-veille, au moment où le choix se cristallise, de Musk en faveur de Vance. On le sait aujourd'hui. Trump était plutôt parti, comme le rappelait Ketevan, pour un choix un peu, j'allais dire, qui le mettait lui en valeur, celui de Doug Burgum, un obscur gouverneur avec beaucoup d'argent, mais obscur gouverneur du Dakota. Et Musk a aussi, en plus des enfants, beaucoup pesé en faveur de Vance. Parce que dans cette guerre des égos que semble être aussi une administration américaine, Trump n'avait pas peur justement de se faire un peu écraser. Là, quand même, la scène à la Maison-Blanche, Gabriel Solon, je ne sais pas comment vous l'avez analysé, mais on a quand même un président qui vient quand même en deuxième temps, après son vice-président, dont l'unique tâche normalement est de ne pas faire de l'ombre à son président, qui vient commenter, mais celui qui est à la charge et celui qui est en première ligne, c'est Vance. Alors, J.D. Vance a beaucoup parlé de son rapport au pouvoir, et notamment du rapport au pouvoir de ces nouveaux conservateurs. Christopher Rufo, qui est un de ses amis, qui est un militant conservateur, disait que la différence entre Mike Pence et lui, c'était que lui n'avait pas peur d'assumer le pouvoir. Et il avait dit, c'était sur un podcast en 2021 avec Jack Murphy, si je me souviens bien, il avait dit que, déjà, il parlait d'expulser le plus d'employés fédéraux possible et de les remplacer par des gens du Parti républicain. Donc il était déjà dans cette vision assez autoritaire, avec des changements institutionnels. Il était déjà dans ces projets-là. Il disait que la différence, ce que devaient faire les conservateurs désormais, c'était aller dans des terrains où ils étaient assez inconfortables au départ pour assumer le pouvoir de manière beaucoup plus brutale et de manière beaucoup plus totale, en fait. Et ça, il l'a redit plusieurs fois. On l'a vu au Claremont Institute, un de ces think tanks qui théorise à rebours le Trumpisme, qui a pris un tournant populiste. Là aussi, il parlait comme ça d'assumer totalement le pouvoir, tout ce genre de choses. Et ça dit aussi de ce qu'il pourrait devenir s'il devenait président, en fait, un jour. On va y venir parce que... Si je peux rajouter une chose qui était très intéressante dans cette séquence du bureau ovale, c'est que, oui, il a pris la parole et que c'est quelque chose qu'on n'attend pas, mais si on regarde bien et si on écoute bien ce qu'il fait, et il le fait très stratégiquement parce qu'il connaît la personnalité de Donald Trump, il l'interrompt
pour prendre sa défense. Oui, il demande du respect au président américain. Il demande du respect et il tape sur le point où il sait que Donald Trump, derrière, va rebondir, c'est de dire... Attention, Vladimir Zelensky, vous manquez de respect à mon président. Et c'est ça où on voit sa stratégie et sa connaissance de la personnalité de Donald Trump qui fait que, je pense, en tout cas pour l'instant, qu'il navigue très très intelligemment cette personnalité hors norme de Donald Trump qui n'aime pas qu'on lui fasse de l'ombre, tout en prenant sa place, une place plus importante qu'un vice-président normal. Oui, vous vouliez dire ? Non. Non, sur les, ça fait combien de temps que Trump est au pouvoir? 3 mois, un peu moins de. Enfin, ça nous paraît long, mais est-ce qu'on sent quand même cette patte dans ce qui a été décidé là depuis 3 mois par l'administration américaine? Est-ce qu'on sent qu'il impulse des choses dans les décisions Alors justement, si on revient à la scène qui a été très bien analysée ici, on voit quand même que son rôle le plus important me semble être sur le conflit russo-ukrainien, où incontestablement il appuie. Alors après, on ne connaît pas toutes les délibérations internes de l'administration, mais il appuie ce renversement, ce revirement d'alliance qu'on a vu à l'œuvre. C'est-à-dire que on a vu quand même une administration Trump qui n'hésite plus maintenant à traiter avec la Russie de Poutine sans aucun préalable moral, qui considère que Poutine... On peut citer encore les propos de l'envoyé spécial de Trump ce week-end, Witkoff, ce Poutine, finalement, c'est pas quelqu'un de c'est pas un mauvais gars, hein, je cite. Donc voilà, et là-dessus, Vance est complètement d'accord, puisque ça rejoint exactement ce qu'il défendait dès 2022, c'est-à-dire on négocie directement avec Poutine, on se découpe des sphères d'influence qu'évoquait Ketevan, et en fait on est dans une logique d'empire à empire qui est à rebours de toute la tradition libérale de la diplomatie américaine depuis Franklin Roosevelt. Et de ce point de vue-là, Vance, alors est-ce qu'il en est moteur, mais en tout cas il est... L'administration Trump sur la politique Russie-Ukraine, sur le conflit Russie-Ukraine, elle mène exactement la politique dont il a toujours rêvé. Et Marco Rubio Alors Marco Rubio, il faut dire que Marco Rubio, il a une position totalement différente. Marco Rubio, c'est le converti de la 25e heure, qui a été un opposant et dont on peut trouver parfois... Vance aussi, du coup. Hein. Oui, mais Rubio, lui, s'était opposé plus longtemps, plus violemment à Trump, et on a l'impression que parfois les humiliations symboliques qu'on lui impose sont autant de parcours sur le chemin de croix qu'il doit payer par rapport à ce qu'il a été autrefois. Pas facile, Marco Rubio. Oui. Il y a aussi une tentation de détacher la Russie de la Chine, qui est perçue comme le seul véritable ennemi à long terme. Du coup je voulais dire quelque chose, mais là j'ai comme un trou sur cette volonté, sur l'autre anomalie que peut représenter, je refais un petit bond en arrière, Ketevan, J.D. Vance, contrairement à Trump, mais vous me corrigez si je me trompe, il est allé à Yale, qui est l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Il y a rencontré sa femme, qui a été importante dans sa vie, qui était d'ailleurs plutôt démocrate, elle, au départ, si j'ai bien compris, qui est d'origine indienne, et qui l'a peu à peu convertie. Alors elle aussi, c'est pas clair. Complètement clair, parce que certes, elle a été à Yale, certes, elle a travaillé en tant qu'avocate dans un contexte et une boîte d'avocats qui était plutôt de gauche. En revanche, elle a aussi travaillé pour des juges très conservateurs, notamment deux des conservateurs de la Cour suprême. Donc, elle n'est pas non plus, c'est pas une wokiste de la première heure. En revanche, ce qu'il dit de ces années à Yale, donc en fait, il a eu une bourse pour aller à Yale parce qu'il est allé en Irak. Il est d'abord allé dans l'université de l'Ohio, mais comme il était très intelligent, il a pu aller à Yale. C'est qu'il s'est frotté à une élite intellectuelle il a eu quand même d'ailleurs quelques incohérences à un moment, parce qu'il a eu un passage athée visiblement quand il était à Yale, mais qu'il honnie aujourd'hui tout ce que Yale peut représenter, non, Corentin ? Oui, ça, effectivement, pour lui, ça fait partie du combat culturel. Et là aussi, on voit que l'administration Trump rejoint complètement ses idées. C'est l'idée de mettre au pas les universités qui sont conçues comme des foyers trop autonomes de propagation de l'idéologie libérale et que eux appellent wokistes. Avec un succès d'ailleurs ces jours derniers. Effectivement, avec un récent succès avec l'université de Columbia qui a cédé aux demandes aux injonctions de l'administration Trump pour conserver ses
subventions fédérales. Mais ça, par contre, c'est quand même un lieu commun assez courant de la pensée conservatrice, bien avant J.D. Vance, de dire, on peut penser par exemple le juge Thomas de la Cour suprême, qui est sans doute le juge actuellement le plus conservateur, adore toujours raconter comment lui aussi, quand il était à l'université, à Yale d'ailleurs je crois, il s'était senti ostracisé. N'ayant pas les codes. Ça, c'est vraiment un lieu commun que Vance réactualise. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement aussi cette tentation qu'il a toujours de se présenter comme un populiste au sens quelqu'un venu vraiment de la base contre les élites, les gros. Il a un discours les petits contre les gros qui est omniprésent dans sa phraséologie politique, sauf que c'est rarement traduit des faits. C'est-à-dire que si on regarde les lois qu'il a patronnées au Congrès, il a souvent essayé de jouer les petits contre les gros, je suis le protecteur des déshérités, de ceux de Middletown. Mais en fait, concrètement, ça n'a jamais abouti à grand-chose. Cette revendication strictement populiste, appuyée sur ces élites qui nous gouvernent, qui sont mauvaises, c'est des mots, mais ça aboutit rarement à quelque chose de très concret. J'ai retrouvé en politique étrangère ce que je voulais dire. Il y a eu un vice-président américain qui prenait moins de place dans l'espace public, mais qui a été important en politique étrangère, c'est Dick Cheney. En ça, est-ce que le fait que Vance appuie tant sur ce conflit russo-ukrainien, disons sur la guerre que la Russie mène à l'Ukraine, est singulier, ou de tradition, les vice-présidents américains font beaucoup en politique étrangère, mais ne le font pas tant, savoir. Alors, ils peuvent avoir un rôle en politique étrangère, mais c'est vrai que Vance est assez particulier. Mais Vance, de toute manière, casse beaucoup de codes. C'est aussi un intellectuel, c'est aussi quelqu'un qui aime fréquenter ces milieux conservateurs. C'est un politique qui a un style un peu particulier. Je pense qu'il impose sa patte à sa manière et il doit se sentir adoubé comme étant le futur président après Trump aussi. Et je pense qu'il le vit de cette manière-là. C'est pour ça qu'il assume autant de casser les codes. Il a 40 ans, J.D. Vance, on le disait, le président Trump en a 78. On a beaucoup parlé pendant la campagne de son état de santé, qui, selon lui, était bien meilleur que celle de Joe Biden, mais bref. Techniquement, le président Trump ne peut plus se présenter pour un nouveau mandat. Comment est-ce que J.D. Vance se projette, lui ? Est-ce qu'il en parle ? Alors, il n'en parle pas encore parce que ça serait l'erreur fatale face à Donald Trump. Je rappelle que techniquement, si le président, s'il arrive quoi que ce soit au président, il doit... ça serait lui qui reprendrait. Là, ça serait automatique. En revanche, si on parle de 2028, donc de la prochaine présidentielle, c'est clair qu'il y pense tous les matins en ne se rasant pas parce qu'il a une barbe. Mais en revanche, il ne fait pas l'erreur d'en parler tout de suite. D'ailleurs... on a posé la question à Donald Trump. Oui. Et Donald Trump a tout de suite dit, on lui a demandé, est-ce que vous pensez que J.D. Vance ferait un bon président ? Il a dit, non, je sais pas encore. On va voir. Vite. Voilà, c'était pas quelque chose dont il voulait parler. Et c'est sûr que là, on est au début du mandat, c'est pas encore vraiment ce dont on parle. En revanche, quand on va arriver à 2026, après les midterms, là, on va commencer à parler de la suite. Alors, soit il va décider que peut-être qu'il a envie de faire un troisième mandat, il va essayer de changer les choses. Ça va être très compliqué. En revanche, si on s'en tient à la Constitution, il va devoir à un moment, Donald Trump, adouber quelqu'un pour la suite. On a longtemps parlé, après son premier mandat, que c'était Ron DeSantis, son héritier, parce que c'est quelqu'un qui était très populaire en Floride, qui était très sur MAGA, qui soutenait Donald Trump. Après, ça, c'est un peu beaucoup délité. Donc, on ne sait pas vraiment comment cette relation peut évoluer. On l'a vu surtout que ce soit dans les relations politiques, dans la politique étrangère. Donald Trump est quelqu'un qui joue beaucoup sur les relations personnelles. Si J.D. Vance tient la ligne et que Donald Trump est content de sa loyauté, de ses performances, il pourra l'adouber. Si à un moment donné, J.D. Vance fait quelque chose qui ne plaît pas à Donald Trump, il peut tout aussi bien se retourner contre lui et dire non, c'est pas lui. Et je pense encore aujourd'hui, alors c'est encore tôt, que l'avis et la décision de Donald Trump va énormément jouer pour la personne qui va prendre son relais potentiellement. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'entendais Christine O'Crane qui a préfacé la version française d'Hilbery Elegy dire que c'est parce que Vance l'avait appelé très rapidement
rapidement, après la première tentative d'assassinat contre lui, que Donald Trump l'avait choisi en voyant en lui un type sympa là-dessus, sur la possibilité de le voir un jour, soit après 2028, soit avant devenir président, Corentin. Alors, sans présager de... oui, alors auparavant, oui, mais ceci posé, il faut quand même rappeler, parce qu'on en parlait beaucoup avec Biden, et on n'en parle plus maintenant, alors que Trump est plus âgé maintenant que ne l'était Biden à 4 ans, au même moment dans son mandat. Donc Trump est quand même très âgé, donc forcément c'est une question qui se pose. On va très vite se retrouver dans les mêmes problématiques. Il va passer les 80 ans à la Maison-Blanche. Bon, voilà, on sait que c'est quand même un seuil. On a vu avec Joe Biden que c'était compliqué. Donc la question se pose, elle est quand même sous-jacente. Pour 2028, il y a quand même quelque chose de très important qu'on a appris ces derniers jours et qui montre que si Donald Trump, lui, ne veut pas en parler, c'est évident, ne serait-ce que pour regarder du levier politique. Si Donald Trump désignait dès à présent Vance comme successeur, bon, il perdrait beaucoup de son levier politique. Mais c'est que, on disait tout à l'heure, Vance est quand même très proche maintenant des plus gros donateurs du Parti républicain, et en particulier de Musk, Thiel, etc. On a appris qu'il allait être nommé à la tête des finances du Comité national républicain. Il va être, en fait, c'est lui qui présidera en quelque sorte les finances du Parti républicain. Et donc, on s'aperçoit que c'est quand même un poste décisif pour quelqu'un qui veut éventuellement préparer une future campagne. Et ça montre aussi qu'il a la confiance des plus gros donateurs, des plus gros financiers du parti. C'est-à-dire qu'on va aller très vite, je pense, sur un scénario où on attendra évidemment la décision de Trump et que Trump l'adoube, etc. Mais aujourd'hui, Vance, parce qu'il a réussi une très très bonne campagne 2024, il a la confiance des gros donateurs, des grands financiers. Donc, et cette nomination à la tête, alors qui est largement symbolique et honorifique, mais quand même, sa nomination à la tête des finances du parti, c'est pas anodin. Et quid de l'électorat républicain, parce que on sait le succès de Donald Trump chez les républicains, hein, qu'il a écrasé le parti sur le fond, sur la forme. Est-ce que les républicains pourraient, on est quand même sur deux personnalités différentes, on l'a dit, qui se rejoignent sur certains sujets, mais qui ont quand même des divergences de fond. Est-ce que l'électorat républicain serait enclin à choisir un Vance dans quelques années, Gabriel Soulance? Mais Vance n'est pas très populaire, paradoxalement, auprès de l'électorat. Alors, il y a un côté, effectivement, dans son storytelling, dans le récit qu'il raconte dans Hillbilly Elegy, effectivement, il est issu du peuple beaucoup plus que Donald Trump, mais dans son style, il y a quelque chose de plus arrogant, de plus assertif. On le voit quand il parle des femmes à chat, par exemple, qui fait qu'il s'aliène à un certain nombre de personnes et qu'il ne passe pas pour si sympathique que cela. Alors que Trump, qui chez nous est beaucoup plus honni, qui a un style beaucoup moins policé, au contraire, passe pour extrêmement sympathique dans toute une partie de l'Amérique conservatrice. Hein. Donc il faudrait qu'il affine quand même son personnage, je pense, d'ici là. On dit souvent que le président américain, c'est celui ou celle avec lequel ou laquelle on aimerait boire une bière. Est-ce que pour l'instant, c'est quelqu'un avec qui les Américains, ou les républicains en tout cas, voudraient boire une bière? En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop le cas dans les sondages. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important. Et quand on regarde l'histoire de la réussite ou de la contre-performance des vice-présidents qui sont ensuite allés faire une campagne présidentielle, en général, ça aide pas beaucoup. C'est plutôt problématique parce qu'on a le baggage, comme on dit, on a tout ce que a fait le président qui était avant nous. C'est ce qui a été le problème de Kamala Harris, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à se détacher de ce qu'elle avait fait avec Joe Biden. Donc, on doit y aller avec tout ce qui a été fait avant. Et je pense que une des autres clés de la suite et de 2028 et potentiellement pour J.D. Vance, ça va être le résultat des républicains aux élections de mi-mandat en 2026. Si les républicains ne réussissent pas bien, ça risque de poser un gros problème pour les 2 dernières années, et notamment à J.D. Vance, puisque s'ils ne réussissent pas bien aux élections de mi-mandat, on va en quelque sorte accuser Donald Trump et donc J.D. Vance d'être en partie responsable. En tout cas, il a 40 ans. D'un mot, Corentin Célin, tout jeune politique, a un poste déjà incroyable, mais il est quand même au début de sa carrière politique. On comptera avec lui. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Il a une carrière politique météoritique et surtout très très restreinte. Hein. On a rarement vu quelqu'un parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est rentré au sénateur, vice-président. Oui, mais sénateur à peine 2 ans. Oui. Ça, c'est rarissime. Hein. Il a vraiment une expérience politique extrêmement limitée. Et ce qui ajoute au côté, avec tous ces changements de nom, etc., c'est quelqu'un aussi, pourquoi dit-il pas populaire? Parce qu'il n'est pas très bien connu et on n'arrive pas beaucoup à le cerner. Qui est J.D. Vance?
on a beaucoup de doutes là-dessus, et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est pas très populaire. Bah voilà, écoutez, on a essayé d'en savoir plus sur cet homme mystérieux, deuxième personnage le plus important de l'administration américaine. Merci infiniment à tous les trois d'avoir passé ces 45 minutes sur ce plateau. Merci beaucoup Gabriel Solans, chercheur en civilisation américaine à l'université Paris-Cité, Ketevan Gorgestani, merci beaucoup. Je vous rends à la chaîne anglaise, vous revenez quand vous voulez. Corentin Sellin, merci beaucoup, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis. À très bientôt. Tout de suite, le grand format de Parlons-en, et on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de l'information internationale. À tout à l'heure.